Moadim les Simcha, nous sommes au plein cœur de cette fête de Pessah, de cette fête de Pessah 5778. Et ce matin, nous avons décidé de parler d'un sujet qui est lié bien entendu à la sortie d'Égypte, puisque nous allons parler de la communauté juive égyptienne, de son histoire, une histoire extrêmement riche. Et bien entendu, il y a des Juifs qui sont partis d'Égypte il y a plus de 3500 ans, au moment de la sortie d'Égypte, mais il y a des Juifs qui sont revenus en Égypte et nous allons essayer de comprendre un peu la spécificité de cette communauté juive égyptienne avec vous, Dr Meir Masri. Merci d'être venu ce matin, Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Merci d'être venu pour nous parler de cette communauté parce que, on va dire, c'est votre communauté d'origine. Meir Masri, votre nom de famille renferme d'une certaine manière aussi le nom de la communauté égyptienne, Mitzrim, hein, c'est ces deux circonstances. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et également maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste du Proche-Orient. Mais on va dire que ce matin, c'est surtout de la communauté. On va vous utiliser comme historien, si je puis me permettre, ce matin, historien de cette communauté juive égyptienne dont vous venez, puisque vous êtes vous-même né en Égypte. Alors, tout d'abord, un petit rappel historique. Cette communauté, elle existe depuis quand ? Alors, bonjour à tout le monde, bonne fête de Pessah. La communauté juive d'Égypte existe depuis très très longtemps. Alors, on dit que à l'époque de l'occupation grecque de l'Égypte, lorsque l'Égypte était sous influence grecque. On parlera d'ailleurs plus tard de la langue égyptienne qui s'écrit avec l'alphabet grec, justement, la langue copte, la langue égyptienne, dans l'alphabet grec. On dit que le tiers des habitants d'Alexandrie c'était des Juifs à l'époque. Bon, à mon avis, ça doit être... ça veut dire entre le premier et le second temple, on va dire. Exactement. Et puis après, la présence juive a été ininterrompue jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Même si, évidemment, la communauté a connu une érosion assez importante depuis précisément en 1956. Mais il y a une continuité physique, il y a une présence physique de Juifs. On peut parler d'une communauté bimillénaire au moins. Exactement. Mais alors là, il faut faire attention, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes Juifs. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'Égypte a une spécificité par rapport aux autres pays du monde séfarade, si j'ose dire, ou du monde oriental. C'est que tout d'abord, ça a toujours été ce qu'on appelle en hébreu une Eretz Ma'avar, ça veut dire une terre de passage. Oui. Beaucoup de juifs égyptiens sont originaires d'autres pays du monde séfarade. Et là, on parlera, c'est là que je vais vous dire que, en fait, on ne parle pas d'une communauté juive égyptienne, mais plutôt de plusieurs communautés juives. Il y en a 4, plus précisément. Il y a 4 communautés juives égyptiennes. On va faire ça assez rapidement. D'ailleurs, il y a 2 qui sont assez proches, qui d'ailleurs se sont toujours mariés entre eux, qui ont toujours tout fait ensemble. C'est la communauté mizrahite d'Égypte orientale. Ce sont des Juifs qui sont pour une grande partie originaires d'Irak, mais aussi en partie d'Iran et de Syrie. Il y a une autre partie, et avec donc des noms de famille assez connus, comme le nom Haboucha, comme un certain nombre de noms assez connus, Ovadia aussi. Il y a une autre partie qui, c'est des Juifs séfarades, associés au Guérouche séfarade, dont beaucoup d'ailleurs sont venus d'Afrique du Nord. Mais c'est-à-dire ils sont passés d'Espagne, d'Afrique du Nord, ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Mais beaucoup vraiment, ça veut dire il y a même des gens qui, il y a un siècle et demi, étaient en Tunisie ou en Algérie, par exemple, et aussi de Turquie. Donc là c'est assez mélangé, mais il y a toujours la dénomination séfarade qui est là. Donc séfarade et ce qu'on appelle aujourd'hui Edot HaMizrach, donc des Mizrahim et des séfarades. C'est un mélange. C'était 2 communautés distinctes de par leurs origines, mais qui faisaient tout ensemble. Le minhag était le même pratiquement. Le niveau social aussi, géographiquement également, ils habitaient dans les mêmes, ils étaient dans les mêmes endroits. Alors, à côté de ces 2 communautés, il y en a encore 2 autres qui sont un petit peu différentes. Alors, il y a la communauté ashkénaze d'Égypte. C'était à peu près 10% des Juifs d'Égypte, donc c'est quand même beaucoup. C'était essentiellement des gens... Quand vous dites c'était, ça veut dire au temps de sa splendeur, on va dire, il y a une centaine d'années. Oui. Le dernier juif séfarade égyptien est décédé il y a 5 ans. C'était justement la présidente de la communauté juive d'Égypte.
Carmen Weinstein. Elle est décédée il y a 5 ou 6 ans, je crois. Donc jusqu'à très récemment, il y avait quand même une présence ashkénaze en Égypte. Égyptienne officiellement, avec carte d'identité égyptienne, de confession israélite, parce que c'est le terme employé, et ashkénaze. Donc c'était 10% à peu près, mais il y avait des écoles, cette communauté avait ses propres écoles, ses propres hôpitaux, qui étaient d'ailleurs ouverts à tout le monde, bien sûr, à tous les juifs d'Égypte. L'âge d'or de la communauté égyptienne. L'âge d'or de la communauté égyptienne, on peut dire que ce serait plutôt le début du XXe siècle. Début du XXe siècle, il y a eu. Ça veut dire il y a combien de juifs à cette époque? Alors, il y a un auteur égyptien qui s'appelle Moïse Rahmani, qui est malheureusement décédé il y a 1 an et demi. Et lui, il a beaucoup écrit sur ces communautés. Alors lui, il disait, je crois, il parlait de 80 000 juifs égyptiens dans les années 30, 40 à peu près. C'est pas beaucoup comparé à d'autres pays, je le sais, aussi compte tenu de la démographie égyptienne. Mais c'était une communauté qui avait une importance, on va dire, une importance au niveau de son niveau intellectuel, niveau commercial. C'était une communauté aisée, riche. Oui, aisée, riche et impliquée dans la vie politique égyptienne. Alors un petit peu comme en Irak, il y avait beaucoup de communistes juifs. Les juifs étaient assez associés au communisme. Le Parti communiste égyptien d'ailleurs était créé par des juifs. Mais il y avait aussi des juifs au sein de l'establishment, dans le palais royal par exemple, même le roi Fouad notamment, mais aussi le roi Farouk, le dernier roi d'Égypte, avait aussi des conseillers juifs. Il y avait un ministre des Finances sous le roi Fouad qui s'appelait Khattaoui Pacha, qui était un pacha, qui avait donc le titre. Et puis c'est une communauté donc qui a vécu à l'unisson avec l'ensemble de la population égyptienne. Est-ce qu'il y a eu des pogroms? Est-ce qu'il y a eu des comme à Damas? On va parler de ça. Mais avant, je vais juste parler de la dernière communauté parce qu'on a parlé des 3, donc Mizrahite, Séfarade, Ashkénaze. Et je voulais juste parler d'une 4e parce que c'est une communauté assez atypique. C'est la communauté karaïte. Alors on a beaucoup parlé des Karaïtes en disant qu'il y avait aussi des Karaïtes en Crimée, mais les Karaïtes en réalité c'est essentiellement égyptien. C'est une communauté qui est très ancienne en Égypte et c'est la communauté, je dirais, la plus intégrée, qui a eu la meilleure intégration égyptienne, si j'ose dire. C'est la plus ancienne ? La plus ancienne, oui, très probablement la plus ancienne. Et paradoxalement, c'est la communauté la plus sioniste dans les faits, puisque c'est une communauté qui a essentiellement immigré en Israël de façon progressive. Et que l'on retrouve aujourd'hui du côté de Cholon. Surtout dans la ville d'Acholon. Vous avez raison, c'est bien, vous connaissez bien. Mais surtout la ville de Ramla. À Ramla, j'ai fait le calcul et avec quelqu'un de la mairie et je suis arrivé à la conclusion qu'à peu près 12% des habitants de Ramla, c'était des juifs originaires d'Égypte. Pas tous karaïtes, mais essentiellement karaïtes. Il y a à Ramla trois synagogues. Puisqu'on parle des karaïtes, je crois juste derrière vous, il y a, vous nous amenez à... une ketouba. C'est une ketouba karaïte. C'est une ketouba karaïte, exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est écrit en arabe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, le style arabe. C'est de quelle époque alors, alors, c'est justement, oui, ça on va bien rigoler. Parce que, alors, il y avait pas beaucoup de mariages à l'époque, j'imagine. Et donc, il y avait le texte standard où il y avait une petite bénédiction pour le roi d'Égypte, le roi Farouk. Donc, on disait que le mariage avait lieu durant le règne glorieux de Sa Majesté, le roi Farouk Ier. Sauf qu'entre-temps, le roi Farouk s'est fait renverser par l'armée. Par Nasser. Par Nasser et par Nagui Ben Nasser. Et là, ils ont corrigé à la main. Barré et corrigé à la main en mettant sous le règne glorieux aussi du président Gamal Abdel Nasser. Donc c'est une ketouba qui date des années 50, de la fête de 1950, après 54. Donc à mon avis, entre 54 et 56. Exact. Ça peut pas être après 56. Donc c'est entre 54 c'est tout à fait intéressant. 55, disons. Donc ça, c'était la communauté juive égyptienne, on va dire, avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale et avant la création de l'État d'Israël. Quels sont les changements qui sont intervenus pendant à cette période? D'abord, comment cette communauté a vécu la Seconde Guerre mondiale et que s'est-il passé au moment de la création de l'État d'Israël? Alors, tout d'abord, on parle de plusieurs communautés, pas d'une. Donc, il y a 4 communautés, les communautés juives d'Égypte. Mais je suppose qu'elles ont... les réactions ont été les mêmes dans toutes les communautés. Alors, deux. Il y avait quand même... Alors, les trois... Est-ce qu'il y avait on va dire un conseil qui rassemblait l'ensemble des communautés? Il y avait 2 rabbinats. Donc, il y avait un pour les 3
les trois orthodoxes, donc Edot HaMizrach, Séfarade et Ashkénaze. Et on appelait ça le judaïsme rabbinique. Oui. Hein. Et l'autre, c'est le judaïsme karaïte, donc les Karaïtes. Oui, les Karaïtes, donc, qui ne reconnaissent pas la loi orale. Il faut rappeler pour nos auditeurs que le Rav Ovadia Yosef, et le Rav Ovadia Yosef a été grand rabbin d'Égypte, si je ne m'abuse. Il n'était pas grand rabbin, il était président du rabbinat. Ah, président du rabbinat. D'accord. Et le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Levracha, était irakien. Oui. Donc il était venu d'Irak en 1948 d'ailleurs. Oui, d'après ce que j'ai lu, c'était pas une période particulièrement merveilleuse de son histoire, de sa vie. Il a eu beaucoup de difficultés. C'était entre 1948 et 1950, si je ne m'abuse. Voilà, il a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Et d'ailleurs, c'est grâce au Rav Ovadia Yosef, justement, que les Karaïtes ont été reconnus comme juifs en Israël. Aha. Parce qu'il les a connus lorsqu'il était président de la communauté, pour le coup, donc rabbinique, hein, pas Karaïte, bien entendu, mais il les a bien fréquentés, connus, et donc il les a reconnus comme juifs. Alors, évidemment, leurs conversions ne sont pas reconnues parce que c'est pas orthodoxe du tout, mais eux-mêmes sont juifs puisque leur affiliation est juive, donc de façon incontestable. Et ici en Israël, il y a une communauté florissante, karaïte, d'ailleurs très sioniste, très impliquée dans la vie politique, mais avec des noms de famille très égyptiens et même des prénoms pour les personnes âgées. Donc on voit vraiment qu'il n'y avait aucun lien avec l'Occident, alors que les juifs séfarades avaient souvent des prénoms français ou des prénoms. Alors vous me tendez la perche. Votre nom, Masri, ça veut dire Mitzri. Oui, Masri, ça veut dire égyptien. Mais alors il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de Masri au Moyen-Orient de toutes origines, et en Israël, les Masri juifs sont pour la plupart des Irakiens d'ailleurs. Ah, d'accord. Un peu comme Ashkenazi, c'est des Tunisiens. Nous sommes donc à la veille. Il y a les événements de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël. Quel est l'impact de la création de l'État d'Israël sur la communauté ? Alors l'impact n'est pas très significatif. En réalité, le véritable impact, ça va être avec le renversement de la monarchie. Parce qu'on a parlé à l'époque, je me souviens, lorsqu'on a parlé des Juifs des pays arabes qui ont été spoliés, qui ont perdu leurs biens au moment de la création de l'État d'Israël, on parlait entre autres de la communauté égyptienne. Oui, mais alors ça va être en 1956. Je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, en Égypte, il y avait une vie juive, donc très bien organisée, avec des relations très bonne avec les autorités, mais aussi avec le reste de la population. Il y avait des juifs dans les provinces lointaines, il y avait des juifs dans toutes les villes d'Égypte, en réalité, pas que au Caire et à Alexandrie. Il y a aujourd'hui des villes où on ne peut pas vivre si on n'est pas islamiste, même des chrétiens ne peuvent pas y vivre, alors qu'il y avait à l'époque des synagogues et une vie juive, même religieuse. Mais alors, non seulement il y avait une vie juive, mais il y avait aussi une vie sioniste. Il y avait des institutions sionistes en Égypte. Il y avait un bureau de la Haganah, vous vous rendez compte, de la Haganah au Caire, officiel, avec des activités. On enseignait l'hébreu. Il y avait des relations étroites entre le Yishuv en Eretz Israël et la communauté juive d'Égypte, de par aussi la proximité géographique et puis le fait que le Caire était quand même une ville assez importante au niveau des réseaux et des contacts. Et il faut aussi sur le plan universitaire, l'université du Caire, beaucoup de juifs, en fait, de militants sionistes du Yishuv étudiaient au Caire à l'époque. Et on avait aussi qui étudiaient à Damas ou à l'université américaine de Beyrouth ou à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Donc il y avait des contacts, une parfaite intégration en réalité du Yishuv dans le spectre proche-oriental jusqu'au début des années 40. Alors d'accord, la période, donc vous dites, en fait tout cela change avec la destitution du roi Farouk et l'arrivée des donc 1952, il y a un coup d'État qui oblige le roi à abdiquer. Donc le roi Farouk Ier, qui est le dernier roi d'Égypte. Mais alors, c'est pas encore la proclamation de la République. Donc officiellement, ça reste une monarchie avec une sorte un conseil monarchique parce que le prince héritier avait 1 an. Donc il y avait un conseil monarchique qui était censé gouverner jusqu'à ce que le prince héritier ait 18 ans, donc pendant encore 17 ans. Mais très rapidement, 1 an plus tard, plus précisément en 1953, la République a été proclamée. Et il y a eu un nouveau président, un premier président de la République qui s'appelait Mohamed Naguib, qui était d'ailleurs un général de l'armée, mais était démocrate. Il voulait préserver la vie des partis en Égypte, garder le Parlement, et il avait d'excellentes relations avec la communauté juive. Et d'ailleurs, il a rendu visite. Il s'est présenté le jour de Rosh Hashanah à la synagogue de la rue Adli
ce qui s'appelle officiellement Sha'ar HaShamayim au Caire. Il a fait un discours très émouvant, il a rassuré les Juifs d'Égypte, etc. Sauf que Naguib, premier président, a été renversé par Nasser. Il y a combien de Juifs à cette époque? C'est-à-dire, encore pareil, à mon avis, c'était dans les... Il y a très peu de Juifs qui ont quitté au moment de la création de l'État d'Israël. Très peu, oui, très peu. En 1948, ça n'a pas été un exode assez important. Le principal exode, ça va avoir lieu en 1956. En 1956, ce qui se passe, c'est que l'Égypte entre progressivement en confrontation d'une part avec Israël, avec l'arrivée au pouvoir de Nasser et puis il y a l'opération Sinaï de l'époque. Oui, exactement, opération Kadesh. Mais il y avait aussi la confrontation avec l'Occident. Et il faut savoir que beaucoup de Juifs égyptiens avaient des nationalités étrangères. Donc françaises, britanniques, mais pas que. Beaucoup avaient des nationalités étrangères. Et Nasser a décidé, en 1956, d'expulser tous ceux qui avaient une nationalité d'un pays hostile à l'Égypte du point de vue égyptien. Mais ça visait surtout les Juifs, parce que beaucoup de Juifs c'était surtout des Juifs qui étaient des ressortissants de ces pays, officiellement. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, c'est peut-être pas le sujet, mais disons qu'on était exempté du service militaire quand on avait une nationalité étrangère. Il y avait un certain nombre aussi de privilèges fiscaux. Donc, mais pas tous. Donc, c'est pour ça que... parce qu'on dit que si les Juifs ont été expulsés, alors comment ça se fait qu'il y en a encore aujourd'hui Mais justement, c'est parce que ceux qui ont été expulsés, ceux qui avaient des nationalités étrangères. À partir de 1956, c'est le début de l'érosion de la communauté, puis de façon progressive, qui va bien sûr s'aggraver avec la guerre de 67. Il va y avoir des arrestations assez importantes. Et puis... Alors justement, puisque vous parlez d'arrestations assez importantes en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, bien entendu, donc c'est la grande époque de Gamal Abdel Nasser, le panarabisme, et ça vous nous avez expliqué hors antenne que c'était presque contradictoire de parler, paradoxal de parler de panarabisme avec Gamal Abdel Nasser, mais nous sommes en ligne avec Salomon Mounir qui est un journaliste très célèbre en Israël, journaliste de la chaîne gouvernementale, chaîne nationale en arabe. Salomon Mounir, Boker Tov, shalom. Boker Tov. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous-même, vous êtes, je le disais, vous êtes présentateur de longue date sur la première chaîne de la télévision israélienne et en langue arabe. Mais vous-même, vous avez été arrêté en Égypte, donc aux alentours de la guerre des 6 jours. C'était avant, après, au moment de la guerre des 6 jours? C'était pendant la guerre des 6 jours. Ils ont arrêté presque tous les Juifs qui étaient en Égypte, justement après les premiers jours de la guerre. Ils ont arrêté. Il y a eu, on va dire, des arrestations massives des Juifs égyptiens au moment de la guerre des 6 jours. Bien sûr. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 80 ans même. Ah oui. Et vous avez été donc emprisonné dans une prison égyptienne. Combien de temps vous êtes resté en prison? Plus qu'un prison, c'était au début c'était à Abu Zabal et puis au prison Toura qui est très connu en Égypte. C'est-à-dire, j'imagine que c'est un pénitencier extrêmement sévère. Combien de temps vous y êtes resté? Presque 3 ans. Presque 3 ans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, vous étiez prisonnier. Et est-ce que, par exemple, c'était connu des autorités israéliennes qu'il y avait des milliers, enfin, je ne sais pas, des centaines ou des milliers de Juifs qui étaient emprisonnés dans les prisons égyptiennes à cette époque? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de vous faire libérer? Peut-être même en échange des milliers et des dizaines de milliers de prisonniers égyptiens qui avaient été capturés pendant la guerre des 6 jours dans le Sinaï? Je ne crois pas que l'État d'Israël a essayé même de nous... Elle n'a pas essayé qu'on sorte de la prison, mais c'était l'Amérique qui a essayé beaucoup et elle a réussi, ça veut dire, enfin de sortir tous les Égyptiens qui étaient en prison. Vous dites c'est les Américains qui ont permis la libération de ces Juifs, de vous-même entre autres.
Oui, oui. Et donc, vous êtes sorti en 1970 et vous avez pu quitter l'Égypte alors? J'ai quitté l'Égypte j'étais justement après ça en France pour une période. Cette période, les Américains, le Hayes, a essayé de nous retirer de Paris pour arriver en Amérique, mais l'agent juif a essayé de nous amener en Israël. De toute manière, je suis là, je suis venu en Israël pour continuer ma vie après que j'ai été expulsé d'Égypte. Alors, votre famille est une famille égyptienne, juive égyptienne depuis de nombreuses générations? Bien sûr, bien sûr. D'abord, nous sommes d'origine espagnole, mais j'avais la nationalité égyptienne. Et pendant la guerre, ça veut dire que lorsqu'on était en prison, celui qui avait la nationalité égyptienne a vécu 3 ans, pendant que les autres qui n'avaient pas la nationalité, ils ont été juste 2 ans en prison. À l'époque, au moment où vous quittez en 1970, combien y a-t-il de juifs encore en Égypte? Quelques dizaines de juifs. Quelques dizaines seulement. C'est-à-dire que on peut dire, puisque Meir Masri nous expliquait que jusqu'en 1956, c'est-à-dire à l'arrivée de Najib et puis de Nasser, il y avait encore une partie importante de la communauté juive, plusieurs dizaines de milliers de juifs. On va dire que les juifs égyptiens ont quitté l'Égypte entre 56 et 70 ou 56. Non, ils ont quitté l'Égypte en 1949, le premier groupe. Il y a une partie quand même, oui. Oui. Et puis en 1956, en 1956, oui, et quelques centaines de Juifs ont quitté l'Égypte. La troisième fois, c'était en 1967. Avec la guerre. Après la guerre, exactement. Merci beaucoup, Salomon Menir, de nous avoir d'avoir témoigné de votre histoire, de ces 3 années que vous avez passées dans les prisons égyptiennes. Je suppose que c'était des années extrêmement difficiles. Vous avez été vous-même torturé ou non? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il n'y avait pas une piscine là-bas. Oui, il n'y avait pas de piscine. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Salomon Menir, d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné, d'avoir apporté votre témoignage dans cette histoire de la communauté juive égyptienne que nous reprenons donc à l'occasion de la fête de Pessah, puisque c'est de circonstance. Merci beaucoup d'avoir témoigné au téléphone. Shalom. Merci à vous. Voilà, alors Meir, je reprends, vous connaissez bien Salomon Menir. C'est un très grand ami, et d'ailleurs il est très connu en Israël parce que comme vous l'avez souligné, il est l'un des journalistes et des présentateurs de télé les plus illustres, les plus célèbres. Alors, je voulais juste faire un petit commentaire, une petite remarque par rapport à ce que Salomon a dit. C'est juste un petit truc, c'est que Israël ne s'est jamais désintéressé du sort des Juifs d'Égypte. oui. Mais Israël était en état de guerre avec l'Égypte et les Juifs d'Égypte, justement, les autorités rabbiniques ne voulaient pas qu'Israël s'implique. Oui. Donc c'est en fait à la demande des Juifs d'Égypte qu'Israël ne se mêlait pas trop de ces histoires pour ne pas les gêner, parce que ça aurait été bien pire. Alors, on a compris que donc d'après le témoignage de Salomon, à partir de 1970, il n'y a que quelques dizaines de Juifs dans la communauté. Aujourd'hui, c'est une communauté qui s'est quasiment, on va dire, quasiment éteinte. Il n'y a que combien y a-t-il de Juifs aujourd'hui? Alors ça c'est une grande histoire. Officiellement, il y a des gens qui ont des cartes d'identité sur lesquelles c'est écrit qu'ils sont juifs. Il y en a très peu. Oui. Il y en a très peu. Mais alors, vous savez, les Juifs qui sont restés en Égypte, c'était pas des Juifs très pratiquants. Oui. Donc il y a beaucoup de mariages mixtes. Alors en Égypte, officiellement, on a la religion du père. Donc dans la religion juive, on a la religion de la mère. Par exemple, la présidente de la communauté juive d'Égypte actuelle, c'est une femme. Elle a eu ses enfants avec
avec un musulman. Donc ses enfants sont officiellement musulmans, mais ils sont, du point de vue de la halakha, ils sont juifs. Son second mari est un copte, mais elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Et si elle avait eu d'enfant avec lui, alors ils auraient été chrétiens. Sa sœur, d'ailleurs, est mariée avec un copte, Magda Haroun. Bon, c'est une famille de communistes, hein, donc complètement assimilée, mais totalement. Et même, même plus, mais qui n'ont pas de relation avec Israël. Mais théoriquement, ces enfants, mais aussi beaucoup d'Égyptiens en réalité, sont éligibles pour devenir des citoyens de l'État d'Israël, s'ils ont un grand-parent juif, ça suffit pour devenir israélien. Et là, je vais vous surprendre parce que je suis sollicité assez, pas tous les jours, mais disons de façon régulière, par le ministère d'Aklita, par l'agence juive, parce qu'il y a des fois des familles égyptiennes qui arrivent. Donc il y a une qui est arrivée il n'y a pas longtemps, d'Égypte, hein, avec des cartes d'identité sur lesquelles c'est des musulmans officiellement, avec des noms donc très communs en Égypte, mais avec des grands-parents juifs. Donc il y a une partie qui n'avait pas à se convertir parce que ils ont le bon grands-parents juifs, et d'autres qui ont passé donc un talir de Giour. Et donc régulièrement, en fait, il y a des gens qui arrivent, et ça c'est très important à souligner, parce que c'est la troisième ou la dernière vague des pays arabes. Il n'y a pas que l'Égypte d'ailleurs, il y a aussi, ce cas est assez courant d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, en Iran, parce que beaucoup parmi les Juifs qui viennent d'Iran aussi sont issus de mariages mixtes ou ont des origines. Et c'est un sujet assez sensible compte tenu du conflit, bien entendu. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Je pense que cette dernière question pourrait faire l'objet d'une émission à part, mais on est en pleine fête de Pessah et je ne peux pas ne pas votre question. Je ne peux pas ne pas vous la poser. En sortant de la communauté juive, quel est le lien entre... Est-ce qu'il y a un lien entre les Égyptiens de l'époque des pharaons, hein, qui ont opprimé le peuple d'Israël, et les Égyptiens de nos jours? Khad Mashmaït, sans aucun doute, ce sont les mêmes Égyptiens. L'Égypte a toujours été la plus grande force démographique du Moyen-Orient. Il est inconcevable, c'est de l'ordre du mythe que de dire ou de penser que les colons arabes arrivés avec la colonisation arabe du Moyen-Orient, avec les débuts de l'islam, ont envahi l'Égypte et ont complètement absorbé la masse égyptienne. C'est tout simplement pas du tout réaliste. Et d'ailleurs même ça veut dire alors. Ça veut dire que les Égyptiens d'aujourd'hui, ça veut dire que M. Sissi, que Moubarak, que Sadat, ce sont des descendants des pharaons. Et ça veut dire que les Égyptiens ne sont pas des Arabes, Plus de 95% des Égyptiens, ce sont les descendants des anciens Égyptiens. C'est la nation égyptienne. Alors il y a eu des mélanges avec des Turcs, avec des Berbères, avec des Soudanais, des Africains. Mais et puis il y a des tribus, les habitants du Sinaï sont des Arabes. Oui. D'ailleurs, dans la langue égyptienne, dans la vie égyptienne courante, lorsqu'on dit, par exemple, j'ai un voisin arabe, ça veut dire il vient du Sinaï. Uh-huh. Et les gens du Sinaï, lorsqu'ils veulent parler d'un Égyptien qui n'est pas du Sinaï, ils disent c'est un Égyptois, Masraoui, hein, c'est comme Masraoui, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'Égypte. Donc, dans l'inconscient égyptien, c'est absolument clair. Il y a la langue égyptienne, et d'ailleurs, on en a parlé une fois, que moi, personnellement, je refuse de parler d'arabe égyptien. Je préfère parler de langue égyptienne parce que la langue égyptienne, c'est un mélange d'arabe et d'égyptien. La langue copte, la langue égyptienne. Voilà, vous avez parlé des coptes, parce que les coptes aujourd'hui, c'est une minorité même persécutée, hein, on le sait, chrétienne persécutée, mais les coptes sont les vrais Égyptiens d'origine, c'est cela ? Copte, ça ne veut pas dire chrétien. Alors aujourd'hui, il y a une confusion parce que les chrétiens d'Égypte est pris dans la langue égyptienne, la langue copte. Mais copte, je demande à nos auditeurs de se focaliser sur le nom de l'Égypte. Égypte, en fait, c'est pas un mot, ce sont deux mots. C'est trait d'union, trait d'union, Gypte. Et ça veut dire Eretz, la terre de, terre. Et Gypte. Gypte, en égyptien, ça veut dire copte. Donc Égypte, ça veut dire terre des Coptes. La terre des Coptes. L'Égypte, c'est la terre des Coptes. Ça veut dire la terre des Égyptiens, en réalité. D'ailleurs, c'est pourquoi les frères musulmans et plus globalement les islamistes en Égypte ont toujours voulu changer le nom de l'Égypte dans les langues étrangères pour que ce ne soit plus Égypte, mais que ce soit Misr ou Masr, qui est donc l'appellation sémite.
Donc, il faut faire la distinction entre l'arabophonie, la langue, et l'arabité, l'appartenance ethnique et l'appartenance nationale. Et c'est assez clair en Égypte. Mais ils se revendiquent, c'est-à-dire oui. les Égyptiens tels qu'on les connaît aujourd'hui, on va dire les dirigeants, vous avez cité Assisi, Moubarak, etc. Est-ce qu'ils se revendiquent de cette culture pharaonique des pharaons de l'époque? Jusqu'à l'ère Nasser. Jusqu'à l'ère Nasser, c'était très. Alors, avant l'ère Nasser, c'est vrai qu'il y avait une influence, mais pour le coup pas arabe, mais turque, parce que la famille royale était d'origine turque, la famille du roi Farouk, qui date de la dynastie de Mehmet Ali. C'était pas des Égyptiens. Donc, l'accent n'a jamais été mis sur l'identité égyptienne, mais l'accent n'était pas mis non plus sur l'identité arabe. L'identité arabe de l'Égypte naît vraiment avec Nasser. C'est une invention, c'est un artifice idéologique, et avait pour objectif de donner à l'Égypte un rôle géopolitique dans une région à majorité arabophone. Eh bien, en tout cas, c'est passionnant, je dois avouer. On aurait pu vous entendre nous expliquer, en fait, plus en détail même cette histoire de l'Égypte. Un dernier mot, il y a aujourd'hui un retour au nationalisme égyptien, donc par opposition au panarabisme, surtout chez les jeunes, et surtout chez les jeunes laïcs. Donc les jeunes, plus on s'éloigne du dogme et cette identité, de l'islamisme. Alors forcément, il y a un retour aux origines pré-arabe de l'Égypte, antérieure à l'invasion arabe. C'est très important de le souligner. Une sorte de sionisme égyptien. C'est vrai, parce que c'est une question que l'on se pose toujours. Est-ce qu'il y avait un lien entre les pharaons, entre les Égyptiens de l'époque et ceux qui vivent aujourd'hui en Égypte? Eh bien, vous l'avez dit, et de manière sans équivoque possible. Effectivement, il y a un lien. C'est passionnant de le savoir. Merci en tout cas à Dr Merim Masri de nous avoir éclairé sur l'histoire de la communauté juive égyptienne et donc sur les liens qui existent entre les Égyptiens, ceux qui nous ont opprimés à l'époque de la sortie d'Égypte, et les Égyptiens d'aujourd'hui, de nos jours. C'était tout à fait passionnant. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fête de Pessah. Moadim les Simcha, et à bientôt. Bonne fête à tout le monde. Merci à vous.